toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue une fois de plus sur cette chaîne dont la mission est plus ou moins de partager des découvertes musicales de tous bords. Alors voilà, je vous remercie déjà d'avoir agrémenté mes deux dernières vidéos de Digging en France de commentaires dignes de ce nom, instruits, bienveillants, sympathiques. Et j'espère que vous allez continuer sur votre lancée avec cette vidéo, le volume 3. Donc voilà, pour résumer, effectivement, je suis allé en France pendant quelques semaines. Je suis allé dans les Alpes, à Paris, chez moi en Franche-Comté, en Normandie. Ah, j'ai fait un voyage voilà, de touriste, hein, de vrai. J'ai ramassé des disques, je suis allé diguer, je suis allé chercher des disques un peu partout. J'en ai ramené 45. J'en ai montré 15 dans la première vidéo, 15 dans la deuxième, et voici la troisième vidéo où vous allez voir encore une quinzaine de disques, avec un petit, voilà, quelque chose de légèrement différent à la formule. La moitié de ces disques sont des cadeaux, sont des cadeaux que des gens m'ont fait, et puis je voulais les remercier dans cette vidéo, effectivement. Je veux leur rendre hommage et puis les remercier pour leur sympathie. Mais voilà, ce sera à la fin de la vidéo. Donc je vais commencer un petit peu avec mes derniers digues en fait. Donc je devais aller diguer en fait J'étais basé à Rouen pendant quelques jours. Puis à Rouen, il y a quelques disquaires effectivement, hein, mais les circonstances ont fait que j'ai pas pu diguer pendant une seule seconde en Normandie en fait. Donc soit parce que le premier jour par exemple, quand on est arrivé à Rouen, il y avait le Tour de France qui était là. Et moi, j'ai jamais vu le Tour de France de ma vie. Et c'est vrai que c'était quelque chose d'assez impressionnant et de magnétique, en fait, hein. J'étais à 1 kilomètre de la ligne d'arrivée. Et il y avait bon, les caravanes publicitaires qui passaient. Enfin, j'ai trouvé ça complètement envoûtant pourtant, je regarde pas le Tour de France. C'est pas un truc qui m'intéresse personnellement. Mais c'était là. Et donc, voilà, cet après-midi-là, j'ai pas pu aller dans des magasins, évidemment. Pas que j'en avais besoin nécessairement. Puis, les jours suivants, on était allé faire des excursions à Cabourg, à Deauville, à Bayeux, où j'ai pu voir d'ailleurs la tapisserie qui est un autre truc complètement hallucinant, hein, au fond. La tapisserie de Bayeux, un moment vraiment solennel dans ma vie d'amateur d'histoire de France et d'histoire, voilà, de patrimoine mondial en fait, on va dire. Euh, un moment qui restera, je pense, gravé dans ma mémoire parce que c'est quelque chose de fort quand même, la tapisserie de Bayeux. Puis voilà, plein d'endroits comme ça, les plages du débarquement, enfin voilà. Donc, puisque j'ai fait mon touriste en fait, j'ai pas eu le temps de. Souvent, on revenait à Rouen trop tard pour aller dans les magasins. Enfin, bon, les choses ont fait que j'ai pas pu aller diguer à Rouen. Et puis bon, bah, c'est pas très grave, hein, c'est pas la fin du monde. Hein, je sais que j'aurais peut-être pu trouver des trucs, mais aussi il y avait le fait que le dernier, la dernière étape de mon périple en France, c'était de repartir par Paris, prendre l'avion de Paris jusqu'à Melbourne évidemment. Et je savais que j'allais aller au Puce le dimanche parce que j'avais prévu d'aller au marché aux puces. Et le samedi après-midi, j'ai eu l'occasion de passer par un magasin que j'adore qui s'appelle Listen Records. C'est un magasin qui se trouve dans la rue de la Folie-Méricourt, voilà, qui se trouve dans le 11e. Et ce magasin, c'est un magasin que je connais depuis de nombreuses années. Il est tenu par un type très sympathique qui s'appelle Thomas Pasquet, dont vous connaissez certainement l'existence, dû à cette vidéo qui a un peu fait le tour de la Vici, où il raconte cette histoire folle où il a trouvé un stock de disques hallucinant une ancienne usine de pressage à Aubervilliers. Et donc c'est une histoire qui est assez fabuleuse où il est tombé sur un stock de un million de disques
je crois que c'était Pathé Marconi ou je sais plus quelle usine de pressage. Et il a donc défriché plein de trucs. Il a trouvé, je sais pas combien de copies par exemple, de Eros Machine, La Cage, le premier single de Jean-Michel Jarre, dont il a une copie au mur. Quand on arrive dans le magasin, directement, on le voit qu'il doit en avoir encore quelques copies en stock, mais il les sort au compte-gouttes, je pense. Mais c'est un magasin que j'aime beaucoup parce qu'en fait, il y a une espèce de diversité assez bien pensée. C'est-à-dire qu'on a des disques super cool, super rares, qui sont mélangés à des trucs un peu plus basiques. Dans les mains, j'avais une copie de Geshpati Etienne du 12 inch pour 5 euros. Je me suis dit, est-ce que je ramène ça à la maison? Est-ce que vraiment je vais écouter ça? Puis en fait, au bout d'un moment, j'ai décidé que non, que peut-être que voilà, c'est pas le genre de disque que je vais sortir très souvent. Mais j'ai quand même réussi à trouver deux disques super sympas. Donc le premier disque, c'est ce disque-là qui est le disque de Jean-Philippe Riquiel qui porte, voilà, voilà, qui s'appelle juste Jean-Philippe Riquiel, voilà, c'est ça, qui est sorti en 1981 sur un label qui s'appelle Musiza. Peut-être que je vais vous sortir le disque directement. Il y a le nom du label qui est écrit dessus. Voilà, hop, Musiza. Donc c'est un disque d'électro prog, un peu cosmique, un peu jazzy. On est dans cette lignée Eldon, Fluence, Jean-Philippe Goud, Christian Boulez. Qu'est-ce qu'on a comme artiste là, qui rentre dans ce moule? Paul, les disques de Jean-Philippe Bézombe, par exemple, Hydravion, ces disques-là. On est dans cette lignée de prog électronique français. Mais je trouve que ce disque, pour le coup, il a un côté un peu plus cosmique, un peu plus psychédélique, on va dire, même, et des arrangements assez jazzy. Ce qui fait que il est super plaisant. Enfin, moi, je l'ai écouté au moins 10 fois depuis que je suis rentré. Je crois même que c'est peut-être le disque que j'ai écouté le plus depuis que je suis rentré de France. Je sais pas, il y a un truc qui m'attire là-dedans, je saurais pas vous dire quoi. C'était un disque à 20 balles. Hein, il était vraiment pas cher. Il y avait une section ambiante. Il y a une section qui est super bien faite, ambiante, électronique, avec beaucoup de trucs assez divers. Et puis ce disque, il était en plein milieu. Puis je me suis dit, tiens, je vais le prendre. Et puis on va. Donc voilà, c'est un disque sur lequel je suis tombé par hasard. Comme je le disais dans ma dernière vidéo, c'est pas moi qui trouve les disques, c'est les disques qui me trouvent. Et en l'occurrence, c'est très vrai. Mais par contre, l'autre disque que j'ai chopé, en l'occurrence, je le cherchais un petit peu. Il était dans mon espèce de want list virtuel dans mon cerveau. Et c'est en cherchant dans la section Antillais Zouk que je suis tombé dessus. C'est ce fabuleux deuxième disque de Kassav, Lag et moins. Moi, j'avais déjà Love and Cadence dans ma collection, évidemment, que je trouve démentiel, mais ce disque, il est encore mieux, moi, je trouve, à plusieurs égards. Donc, Kassav, groupe formé à Paris à la fin des années 70. Et puis, bon, bah, évidemment, on a Jacob Desvarieux et Georges Decimus qui sont les deux têtes pensantes du groupe, mais on a aussi Pierre-Édouard Decimus qui compose quelques chansons magnifiques là-dessus. Donc c'est du funk un peu avec un côté un petit peu disco. Enfin, c'est tonitruant comme musique, mais finalement c'est du zouk guadeloupéen d'origine. Et voilà, donc je suis tombé là-dessus. Je dois avouer qu'il n'était pas donné comme disque. Hein, c'est pas des disques qu'on trouve super cheap comme ça, mais bon, c'est des disques que je trouverai jamais ici à Melbourne, donc j'étais super content de le ramasser. C'est un pressage original. Il est en état nickel en plus, quoi. Donc voilà. Donc ça, c'était une grosse trouvaille du voyage. Ce disque de Kassav. Donc voilà, j'ai acheté ça à Listen Records. Bon, il faut savoir que j'aurais pu peut-être prendre plus de disques, mais c'était la fin du voyage, j'avais déjà au moins 40 disques avec moi. Donc il a fallu un peu enfin, se restreindre à acheter moins. Puis le dernier jour, le dimanche, je suis allé faire un tour au marché aux puces
où j'ai pris rencard avec mon pote Jack, dont je parlerai un peu plus tard dans cette vidéo, qui m'a aussi filé des disques très très gentiment. Et Opus, donc si vous êtes jamais allé Opus, le marché Opus c'est à Saint-Ouen, c'est juste, vous passez juste le périph', vous allez dans le 18e, au métro Porte des Clignancourt, vous traversez la route et puis vous êtes Opus. En fait, c'est à 5 minutes à pied de ce qui n'est plus Paris, en fait, hein, plus ou moins, quoi. Il y a le boulevard Ney, et puis vous traversez le boulevard Ney, et puis vous arrivez au Puce, quoi. Mais au Puce, il y a en plein milieu des Puces, il y a un bâtiment qui s'appelle le marché Dauphiné. Je dis ça pour ceux qui sont jamais allés et pour ceux qui connaissent pas. Mais euh, vous montez au deuxième étage, et là, il y a un étage qui est rempli de disques. En fait, il y a au moins 15 disquaires qui sont l'un à côté de l'autre, peut-être plus, on va dire. Et certains, voilà, ce sont des disquaires qui sont fixes, et certains, ce sont des disquaires qui sont autant des disquaires à part entière que des magasins comme Listen Records, ou comme Babaluma, ou comme Superfly, mais qui sont installés au puce. Donc, il y a là-dedans, il y a un disquaire qui s'appelle Jiminy Cricket, enfin, le mec, il a un magasin sur Discogs, et il s'appelle Jiminy Cricket. Je pense que vous êtes peut-être tombé dessus si vous faites du digging en ligne. Et c'est un pote de Jack, et bon, il est super sympa. David, s'il me regarde, je sais pas si ça va lui arriver, mais voilà, je lui dis bonjour. C'est un mec super sympa. J'ai déjà rencontré une ou deux fois. Il a un label de réédition. Il a réédité par exemple Tia Blake. Il a réédité Nissa Music. Il a réédité Nef, des super gros classiques. Voilà, un peu underground de la musique française des années 70-80. Et donc, j'ai plutôt fait du digging dans son shop à lui, parce que j'aime beaucoup le type, et puis j'aime bien son stock. Ça me rappelle un peu Listen Records, hein. C'est vrai que on est un peu dans la même veine. Et dans son shop, j'ai acheté 4-5 disques. Euh, alors, puisque je parlais de Kassav, j'ai aussi, le jour suivant, j'ai trouvé le quatrième album de Kassav, voilà, qui s'appelle, bah, je sais pas, est-ce que c'est Kassav non, il s'appelle juste Kassav. Il y a pas d'autre nom. Bon, voilà. Pardonnez mon ignorance subite. Il est un cran en dessous de Laguet-Moins, on va dire, hein. C'est un bon disque, c'est pas au même niveau. Mais bon, c'est pour ça qu'aussi qu'il était à 20 balles au lieu de coûter ce que l'autre m'a coûté. Je ne vais pas trop vous en dire plus. Mais bon, il était devant moi, et puis encore une fois, voilà, c'est des disques que je verrai jamais ici. Le prix était bon, c'était un pressage original, il est en état nickel. Je veux dire, il est quasiment pas joué. Et pareil, super funky, un album qui vraiment, c'est de la dynamite, hein. Vous mettez ça une soirée un peu chaude, c'est très estival comme musique, quoi. C'est de la musique ensoleillée. Voilà. Donc j'ai trouvé ça, j'étais super content de le choper. Bon, je suis désolé, je suis pas tellement de choses profondes à dire, hein. C'est de la musique très funky. Mais bon, à choisir entre les deux, Lag et moi, c'est quand même un meilleur album. Il avait dans son magasin aussi une section Okora qui était super bien. Donc j'ai pu prendre quelques images avec mon téléphone. Donc Okora, c'est un label français voilà, qui se spécialise dans la musique ethnographique, quoi. Ce sont des défricheurs de musique, pour faire simple. Je veux dire, ils sont allés dans plein de pays, et ils ont exploré plein de cultures, et ils ont enregistré les musiciens dans leur élément. Et souvent, c'est très primitif. Donc, enfin, c'est vraiment le but de la musique ethnographique, hein. C'est de renseigner les auditeurs de l'Occident, on va dire, sur des musiques qu'ils ne connaissaient pas à l'époque. Donc, maintenant, on a un accès beaucoup plus poussé à ça. Mais dans les années 50, 60, 70, c'était un moyen de se connecter avec, voilà, la musique de tous bords. Donc j'ai chopé ce disque-là, moi, Musique Mort,
Donc c'est de la République islamique de Mauritanie. Excusez-moi, c'est à l'envers. Et donc on a là une musique qui est assez transcendantale, euh, qui part dans une, voilà, comme une transe absolument insoutenable, hein. C'est de la musique, on écoute ça, on se dit que les gens qui font cette musique, ils la vivent, franchement. Donc j'ai trouvé ce disque, j'aurais pu en prendre plus des au choral, il y en avait plein qui étaient vachement sympas. Mais voilà, j'ai été un peu accroché par ce disque-là, puis je me suis dit, voilà, c'est un disque que je ne trouverais pas forcément chez moi en Australie. Il y a des notes de pochette qui sont absolument hallucinantes, des images, enfin voilà, ça c'est vraiment le rêve des collectionneurs de disques, hein. Ces disques comme ça, c'est juste, c'est la quintessence de la collection de disques, quoi. C'est vraiment des disques magnifiques. On sent un vécu, on sent une histoire, on sent une, il y a quelque chose de tellement élégant. C'est de la musique qui mériterait d'être mise en valeur plus souvent dans la vie ici, quoi. Et là, on a des chants, voilà, des chants qui sont dévotionnels, qui vous emportent voilà, dans un univers spirituel. Euh, Ensuite, j'ai chopé cette réédition que je voulais. Ça fait un moment que j'ai envie de l'acheter. Puis il était devant moi, et puis c'était pas cher du tout. Donc je sais que c'est un repress, mais c'est quand même cool de le trouver. C'est Omar Khorshid with Love. Donc Omar Khorshid, c'est un musicien égyptien, c'est un guitariste qui a un peu mis au goût du jour des mélodies un peu plus modernes, avec des orchestrations évidemment orientales, voilà, arabisantes on va dire. Donc notamment par exemple, il y a une version de Zorba, de, Zorba le grec par exemple, mais ça sonne super funky, super psychédélique. Il y a ce côté très. En fait, de la musique grecque aussi, c'est pas très loin foncièrement au niveau texture, au niveau tessiture, au niveau euh, harmonique de la musique arabe, hein. On n'est pas non plus à des lieux de ça. Euh, on a des compositions de Farid El-Atrash, de Elias Rabani, grand musicien libanais, de Mohamed Al-Wahhab. Donc on a vraiment les plus grands de la musique arabe, hein. On est d'accord, les Rabani, entre Al-Wahhab et puis Abdel Wahhab et puis Farid El-Atrash, on est vraiment dans un carcan de génie absolu. Donc voilà, je l'ai chopé. C'est une réédition sur We Want Sounds. Je vous encourage à l'écouter voilà, c'est pas des disques trop cher. Puis finalement, dans ce même, euh, dans ce même magasin, dans ce même shop, j'ai chopé une compile que j'ai eu envie de choper pendant des années et des années. Je connais son existence depuis très longtemps, mais je ne l'ai jamais acheté. Elle est sortie en 2016. Digital Zandoli. Donc c'est deux disques qui ont été compilés par Digger Digest. Donc ce sont des diggers parisiens qui ont un espèce de collectif et ils sortent des disques. Ils ont sorti par exemple, je sais pas moi, le disque de Kozianats, c'est Digger Digest, ou le disque de... En fait, d'ailleurs, si je ne m'abuse, Digger Digest, c'est en relation directe avec le mec dont je parlais avant, comment il s'appelle, euh, Thomas Pasquet. En fait, je crois il a collaboré avec eux pour sortir des disques. Rupture, il me semble. Israel Suite, ça vient de Digger Digest, et je pense que c'est lui qui a sorti ça aussi. Bon, je me perds dans des digressions. Donc là, on a une compile avec, bah, on parlait de Pierre-Édouard Décimus avant, on a du zouk qui claque, qui tue, c'est une compile, elle est absolument hallucinante. J'ai aussi le volume 2 d'ailleurs, dont parlerai peut-être dans une autre vidéo, mais je ne l'ai pas trouvé à Paris, hein, le volume 2, j'ai trouvé ici en Australie. Mais bon, voilà, donc j'ai vu ça devant moi, j'ai pas pu résister, c'est un disque que je voulais, qui était dans ma wantlist virtuelle. Et puis bon, j'ai un peu une affinité pour ce son là en ce moment, donc c'est super cool. Alors si vous n'avez pas écouté Jitsu Zandoli, c'est super funky, super dansant. C'est de la musique pour la tête et pour les pieds.
Et puis, voilà. Donc, ça, c'était dans un magasin. Et puis, dans un autre magasin juste à côté, il y a un magasin ils sont collés l'un à l'autre. C'est un magasin qui fait que du hip-hop. Il y a que du hip-hop. Il y a les disques qu'il vend, c'est un magasin, il est spécialisé en rap, en hip-hop, en néo-soul, enfin des trucs qui sont vraiment adjacents à ça. Et au mur de son magasin, j'ai vu ce disque-là, un grand classique du rap français, Lunatic, Mauvais Oeil. Donc évidemment, Lunatic, c'était le groupe de Booba, mais maintenant on peut en penser ce qu'on veut hein, de Booba, parce que c'est un peu un guignol à la télévision française, il est un peu... C'est un peu il fait un peu son bouffon maintenant, quoi. Mais il a quand même sorti un des grands classiques du rap français, quoi. Ça, c'est indéniable. Ce disque, il est à la hauteur de trucs comme Micro d'Argent ou Pros Combat ou Opéra Puccino, La Rumeur, L'Ombre sur la Mesure, qui pour moi c'est le top du top, hein, franchement. Ces disques-là, on peut mettre Lunatic là-dedans. Voilà, pas le temps pour les regrets, la lettre, voilà, tête brûlée, la chanson titre Mauvais Oeil, c'est des tueries. Ce sont des tueries. C'est un album fabuleux, quoi. Voilà. Donc, ça, ce sont pour les trouvailles. Donc ensuite, je vais vous parler peut-être un petit peu des choses qu'on m'a donné en cadeau, des petits cadeaux de copains. Donc, quand je suis arrivé chez ma mère, il y avait un paquet en provenance de Montréal au Canada et c'était mon pote Romuald que je salue, vous le connaissez tous, monsieur French Vinyl Addict, co-fondateur et animateur des Scuds et du Pif tous les dimanches soirs. Enfin, dimanche soir c'est pour moi, dimanche midi c'est pour vous. Donc Romu, voilà, qui est partout dans la vie si française, il est vraiment impliqué avec beaucoup de gens. Il m'a envoyé moi, je lui ai envoyé plusieurs paquets déjà, et puis il voulait me remercier, et puis il m'a envoyé 3 4 disques, et je le remercie sincèrement et chaleureusement. Donc, pour parler vraiment simplement des disques qu'il m'a envoyés, alors que le premier que je vais mentionner, c'est ce disque classique québécois. Donc, ben, il habite à Montréal, donc il a des disques québécois à foison. Le disque de Villemar Blues Band, donc, avec son super gatefold assez fou. Voilà. Donc c'est un disque qui date de 1975, si je ne m'abuse. 75 ou dans ces eaux-là, je pense que c'est 75. Et qui est donc Villemar, donc c'est un quartier de Montréal, effectivement. Je pense que c'est peut-être même ce qu'on voit sur ce dessin. Et là, c'est un album live qui est une espèce de bouillon assez vivace de rock progressif, de rock psychédélique et de funk un peu même à la limite un peu afro-funk. On a la voix super au perché de Lise Cousineau. On a enfin voilà, c'est le Who's Who. Enfin, si vous voulez, c'est la scène en ébullition de Montréal de l'époque voilà, c'est une espèce d'opus en double live. Tout n'est pas super bien réussi dessus. Il y a des trucs que je trouve peut-être moins personnellement qui m'attirent moins, qui sont plus dans le heavy blues, qui sont moins mon truc à moi. Mais dans l'ensemble, c'est un super album si vous aimez, voilà, si vous aimez les choses comme, pour moi, c'est un peu un mélange entre des trucs comme Blue Cheer, euh, King Crimson, et puis, je sais pas moi, ça fait un peu un espèce de bouillon de prog, de psyché, voilà. Donc, euh, j'adore le label en plus, Funk Québec, c'est génial. Euh, Il y a des super chansons dessus en plus. Là, je l'ai joué tout à l'heure, donc il est encore sur la platine, mais la face A et B, les deux premières faces sont hallucinantes. Alors, il m'a envoyé ça, et il voulait aussi m'envoyer ces compiles là. Donc il me les a envoyés. Donc ça s'appelle Nome Noma, donc comme le titre l'indique, Québec Post-Punk et New Wave, ça c'est le volume 1.
et il y a le volume 2, qui sont des compilations assez bien fournies de post-punk québécois de l'époque. Alors, ce qui est génial, ce qui est génialissime, c'est les notes de pochette qu'il y a là-dedans sont totalement démentielles. Ils vous mettent un fanzine, carrément, avec des notes explicatives en veux-tu, en voilà. C'est un truc de dingue. Ok. Franchement, pour un projet de réédition, je pense qu'on pourrait guère faire mieux que ça, quoi. C'est vraiment, vraiment, vraiment magnifique. Alors, comme je disais à Romu, je lui ai parlé tout à l'heure au téléphone, et je lui disais, mais c'est difficile de décrire cette musique parce qu'en fait, le post-punk ou la new wave, ça peut être de tous bords. Et là, effectivement, en l'occurrence, c'est de tous bords. On a des trucs qui nous évoquent Human League, on a des trucs qui nous évoquent les Flying Lizards, on a des trucs qui nous évoquent Waya, il y a des trucs qui m'évoquent Marquis de Sade. En fait, c'est difficile de quantifier ce qu'on entend en un espèce de résumé, mais je dirais que ça m'a fait découvrir un pan de la musique nord-américaine, enfin en l'occurrence québécoise, dont j'ignorais l'existence. Et franchement, si vous avez l'occasion de vous les écouter, ne serait-ce qu'en ligne, hein, je vous recommande Nomé Noma, qui est sorti sur le label Trésor National. Et les deux volumes sont super, mais moi j'ai une préférence pour le volume 2. Je trouve que les chansons des groupes Blueprint, par exemple, et puis Modular, il y a un groupe qui s'appelle Modular, qui est super. Voilà, Men Without Hats, il y a des super super groupes là-dessus. Voilà. Donc merci, merci mille fois Romuald, c'est super. Puis le dernier disque qu'il m'a envoyé, c'est un truc un peu vraiment de cœur pour lui, hein. Je crois ne pas m'avancer trop en disant ça, mais c'est le groupe qu'il a vu le plus en concert à Montréal. Et le groupe s'appelle Dumai Dunai. Voilà le nom du groupe. Peut-être vous le montrer comme ça. Dumai Dunai. Donc c'est un groupe de Montréal. Ils sont 7. L'album s'appelle Sometime Between Now and Never. C'est sorti en 2024. Donc c'est un groupe que Romu a vu beaucoup beaucoup de fois sur scène. Ils sont d'Europe de l'Est, d'Ukraine, enfin il y a beaucoup de nationalités, bulgares je crois, bulgares, ukrainiens, et ils font un espèce de mélange assez improbable de ska, de dub, de post-punk, qui est assez dynamique, assez enjoué. Et je l'ai écouté une ou deux fois ce disque, et c'est vrai que voilà, c'est de la musique très festive, quoi. Il faut vraiment, c'est de la musique un peu estivale, hein, je dirais même pareil que sur Kassav. Mais c'est charmant. C'est ce côté assez. On voit que c'est fait maison, c'est assez DIY comme esthétique. Et voilà, ils chantent en ukrainien, ils chantent en anglais, ils chantent en ukrainien. Non, c'est assez délirant. Donc voilà. Romu, je te remercie encore une fois pour ces super ces disques super sympas que je continuerai à bien sûr écouter, découvrir, redécouvrir. La deuxième personne que je veux remercier, c'est notre ami Bruno, Escale à Kirby League, le breton de, de l'étape. Le breton, je sais, je perds mon gaulois là, je sais plus parler français. Donc Bruno qui habite à Morlaix, voilà, grand pilier de la Vici française. Et il m'a envoyé trois CD d'un label qui s'appelle Caroline True Records. Donc voilà le logo, Caroline comme Caroline, True comme vrai, ok, et puis Records comme les disques, hein. Voilà, c'est marqué là. Caroline True Records, voilà. Et donc, il voulait me faire découvrir des choses un peu plus hétéroclites. Et comme Romuald, il m'a envoyé deux compiles de post-punk. Mais pour le coup, pas du Québec, mais d'Angleterre. En fait, ça fait un peu écho. Je dirais que c'est. Donc, on a celle-là qui est superbe, No One's Listening Anyway. Là, on a des espèces de groupes super obscurs. Donc, le label, c'est un label anglais. Je ne sais pas exactement où ils sont basés.
Bah, vous voyez, il y a marqué UK DIY Post-Punk and Dubs, donc de 80 à 84. Effectivement, bah, ça fait ce que ça dit sur la boîte, hein, on est bien d'accord. On a beaucoup de versions dub extended qui sont super, super cool, super groovy. Ça vous met pareil dans une ambiance, c'est super chill comme musique. On a des morceaux de post-punk hyper obscurs. Il n'y a pas un seul groupe là-dedans qui va sortir du lot en termes de notoriété, hein. C'est que des groupes super sous le radar. C'est ça qui est bien aussi parce qu'on peut découvrir des choses qui sont voilà, de l'autre côté du spectre musical. Moi j'aime beaucoup le post-punk, donc voilà, c'est des choses qui me sont aussi un peu familières au niveau du son, hein. Je vais pas non plus dire que je suis choqué en entendant cette musique, mais c'est vraiment une super compile. Et puis si vous avez l'occasion de l'écouter ou de l'acheter, je vous la recommande sincèrement. Pareil pour cette compile de John Savage. Alors John Savage, c'est un grand nom de, de l'univers musical anglais, puisqu'il a écrit beaucoup de livres, dont le grand England's Dreaming, la Bible du punk euh, anglaise, où il relate toute l'historique du punk, donc il est très très connaisseur. Le type, il a fait d'autres compiles pour Current Records, mais là on a une histoire alternative de la musique électronique de 78 à 82. On a des groupes à peine plus connus. Bon, on a des Flying Lizards, on a Suicide, bien sûr, là-dessus. On a Cabaret Voltaire, donc on a des groupes qui ont quand même une plus grande notoriété que sur la première compile. Mais quand même, ça reste très très sous le radar. Si vous êtes fan de trucs comme The Human League, les premiers albums de Human League, Circus of Death, Being Boiled, Reproduction, enfin bon, si c'est des références à vous, ou Cabaret Voltaire, les premiers Cabaret Voltaire, alors ça va être totalement votre truc parce qu'on est vraiment dans cet univers-là, super déglingué, avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de synthés qui partent en couille. Bruno, merci, merci, merci. Mais le truc qui m'a fait le plus vibrer personnellement, c'est ce disque-là qui est vraiment magique, on peut le dire, il est magnifique. Henry Badowski, Life is a Grind. Alors, c'est un mec qui a fait ses armes dans plusieurs groupes. Je crois qu'il était dans Alternative TV, il était dans. Bah, ça m'échappe maintenant, mais vous pouvez regarder sur. Je pense que dans les notes de pochette, ça doit le dire, mais je sais plus. Il a fait partie de plusieurs groupes. Et donc, fort de cette expérience, il a sorti cet album solo en 81 peut-être. Et c'était à l'époque sur Cherry Red. Non, c'était sur Cherry Red. Ouais, peut-être, ouais. Et c'est un album, ça me rappelle un petit peu, il y a ce côté un peu naïf, un peu à la Syd Barrett, quoi. On dirait du Syd Barrett, mais post-punk, quoi. C'est ça que ça me rappelle. Écoutez une chanson comme Swimming with the Fish in the Sea, ça fait vraiment. J'ai l'impression d'écouter du TV Personalities ou Syd Barrett ou un truc dans cet univers musical. Ça me rappelle beaucoup les premiers disques des mecs de Everything But the Girl, enfin Tracy Thorn ou de Ben Watts. C'est des disques qui sont un peu fait maison comme ça. C'est génial. Ça, ce disque, il est superbe. Donc, je vous le recommande chaudement, vivement. Merci, merci, merci Bruno. Merci de tout cœur. Et puis, je vais rendre hommage à mon pote Jack, qui fait pas de vidéo, mais qui a un compte Instagram, Jack Sunday, qui poste des disques sympas. Et Jack, il a un pote qui habite à Adelaide. Donc, lui, il habite à Paris. Il est américain. Il habite à Paris depuis plus de 20 ans. Et on s'est rencontrés grâce à YouTube, en fait. Parce qu'en fait, il regardait ma chaîne anglophone depuis des années. Puis un jour, on s'est contacté. Je suis allé à Paris, je l'ai rencontré. Puis on s'est rencontrés plein de fois. Et on est devenus potes. Et je te dis bonjour, Jack, parce que tu sais que tu vas regarder cette vidéo. Et donc, il a un de ses meilleurs copains qui habite à Adelaide, ici en Australie, qui fait de la musique house. Il fait de la house, il fait enfin, de la musique un peu bah, électronique, pas de la techno, mais bon, ça va entre la Chicago House et puis il y a un petit côté techno là-dedans. Et donc, ça, ce sont des disques de son copain.
Et donc il m'a filé deux de ses disques et d'ailleurs euh, son nom apparaît sur le disque là. Voilà. Donc c'est lui qui a fait la peinture, c'est Jack qui a fait la peinture qui est dedans. C'est une peinture assez expressionniste abstrait, hein, on va dire, hein. C'est très. Donc on a quoi? On a un peu de ce côté un peu house, très très super chill, encore une fois très funky comme musique. C'est de la musique qui s'écoute super facilement. Bah, bon, il faut être ouvert d'esprit aussi parce que la house, c'est pas non plus un truc que tout le monde va écouter forcément. Mais bon, c'est un espèce de pont entre la musique électronique et puis la soul, hein, on va dire très simplement. Donc ce disque-là, mais je préfère encore ce disque-là avec sa pochette, avec ses Lego là. Donc c'est quoi le titre de ce I am one, I am many many. Voilà, c'est ça le titre du truc. Il y a quatre versions. Et là, pour le coup, c'est vraiment de la house en version Technicolor avec des voix de femmes super. Enfin, moi, ça me fait vibrer cette musique, j'adore, quoi. C'est génial. Donc, merci encore, Jack, de m'avoir filé ces disques. Et puis voilà, cela conclut notre troisième partie. Alors j'allais dire que depuis que je suis revenu, ça fait un mois que je suis revenu de France, j'ai quand même réussi à acheter 30 ou 40 disques. Donc je vais peut-être vous faire un volume 4 depuis que je suis rentré, les digues. Alors je sais pas, on verra bien. Mais bon, voilà, merci d'avoir regardé cette petite série, l'avoir commenté, de vous être arrêté. Voilà, je vous demande pas de vous abonner, de mettre des likes parce que c'est pas mon truc. Mais ça fait plaisir quand même. Ok? Alors je vous embrasse et puis j'espère vous lire dans des commentaires bien éloquents.